C'est un bonheur intense que de voir cette salle pleine. J'ai souvenir de réunions où elle ne l'était pas. Et je réalise en montant à cette tribune, en vous regardant, voyant venir de Strasbourg, de la Corrèze, de Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais, de Bretagne, chacune et chacun, des Yvelines, chacune et chacun, évidemment, de l'Essonne, du Val-de-Marne aussi, mais ça, vous avez moins de mérite, d'Allemagne même. Je mesure que, et je vois ici, j'allais dire cette belle brochette, mais je vous invite à ne pas les manger, le cannibalisme n'est pas dans nos statuts. Cette belle brochette de parlementaires, et Karim va nous rejoindre, et je réalise que Génération n'a jamais été aussi influent qu'aujourd'hui, jamais aussi présent en nombre au Parlement, jamais aussi à sa place au cœur de la gauche et des dispositifs de rassemblement. Et là, vous a parlé de Front Populaire 2027, mais aussi du dialogue avec l'ensemble des partenaires du nouveau Front Populaire. Et je crois jamais aussi déterminé, mobilisé pour que les mois qui viennent, les semaines, et même, j'allais dire, compte tenu de l'actualité, les jours qui viennent, soient des jours utiles aux Françaises et aux Français. J'allais dire c'est fou, mais en réalité, ça ne l'est pas. Tout ça procède de quoi ? Tout ça procède, et je vais commencer par là, d'un travail acharné, patient, méticuleux, de notre coordinatrice et de notre coordinateur sortant, si je puis dire, Ella et Ali. Et je veux vous remercier, tu l'as dit, Ella, parce qu'on l'a passé un peu vite, une actualité en chassant une autre, mais au soir de la dissolution, le 9 juin 2024, objectivement, personne ne nous voulait vraiment autour de la table de la constitution du nouveau Front Populaire. Et ceux qui le voulaient ne le manifestaient pas d'une façon très proactive. Et Ali est là, avec diplomatie, tact et bienveillance, vous les connaissez, mais avec fermeté et humanité, ont imposé la présence de Génération, pas simplement pour nous permettre d'être réélus pour celles et ceux qui étaient sortants, pas simplement pour nous permettre de compter parmi nous deux exceptionnels parlementaires de plus, Emmanuel et Tristan, et vous pouvez les applaudir, mais pour dire, qu'il fallait l'unité, et l'unité en entier, pas à moitié, l'unité totale, de Place Publique, des amis de Raphaël Glucksmann, jusqu'à la France insoumise, et même le nouveau parti anticapitaliste, parce que face à la menace, face à la perspective bien réelle ce soir-là, comme aujourd'hui, de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, il fallait être fou pour jouer les uns et les autres à se compter, et que pour le faire, il ne suffisait pas d'additionner des labels, d'additionner des logos, d'additionner des candidatures uniques dans 577 circonscriptions. Il fallait un programme politique qui traduise en actes, en solutions, les aspirations du pays à la rupture avec le macronisme, à l'égalité et à la fraternité. Et c'est ça qui a été la force de Génération ce soir-là, qui n'a pas été l'acteur unique, évidemment, de cette perspective, mais qui en a été un acteur décisif, je le crois, et j'en suis convaincu. Donc merci Ali est là pour ça, et puis pour tout le reste, pour cette salle qui est pleine, pour ces camarades qui ont le sourire, pour ce plaisir que nous avons de militer dans cette belle organisation dont on a dit 10 fois, 15 fois, 20 fois à chaque épreuve, après les européennes de 2019, pendant celles de 2024. Les européennes ne réussissent pas trop, hein, je le note quand même. Nous sommes très européens, mais il y a un petit sujet avec cette élection-là quand même. Mais qu'on a pu nous dire aussi, après la mise en retrait de Benoît, qu'on a pu nous dire aussi à certains moments que finalement, est-ce qu'on a encore des raisons d'être ensemble ? Eh bien, je constate ce soir, pardon, je suis levé depuis 6 heures, mais quand même, je constate ce matin que nous avons encore plein de raisons d'être ensemble, et j'y reviendrai. Donc merci à vous. Évidemment, merci, Ali l'a dit, Ella l'a dit, mais c'est indispensable pour qu'un mouvement politique, pour qu'un parti politique fonctionne. Il ne suffit pas d'avoir de l'énergie, de la volonté, des talents. Il faut une équipe, et je veux saluer nos permanentes et nos permanents qui font un travail incroyable, souvent ingrat, souvent pénible, toujours difficile, qui le font avec une énergie, un sérieux, une rigueur et un professionnalisme qu'on ne rencontre pas, croyez-moi, dans tous les partis politiques. Et donc je veux vraiment les remercier et leur dire que c'est un honneur, un plaisir que de travailler désormais avec elles et avec eux à votre service, au service de tous les militants de Génération et surtout au service de celles et ceux que nous voulons représenter. Et pour avoir été au tout début l'unique permanent, je me réjouis aussi, pour être un parti sérieux et pris au sérieux, il faut être un parti qui a une équipe,
qui a une équipe qui fonctionne. Je me réjouis qu'aujourd'hui, nous ayons une équipe de permanents qui ressemble à l'équipe de permanents d'un vrai et grand parti politique. Croyez-moi, ce sera un atout extrêmement précieux. Cet état d'esprit, cette réussite relative, c'est comme les victoires aux élections législatives, tout est relatif et on peut toujours faire mieux, comme dirait l'autre. Nous le devons aussi, évidemment, j'en ai parlé et j'en reparlerai, à cette belle équipe de parlementaires. L'humilité et la pudeur qui me caractérisent, vous le savez bien, m'empêchent de faire ici un étalage complet de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous savons faire à l'Assemblée nationale. Mais je peux vous dire que dans ces moments où la gauche s'interroge pour savoir si elle est capable de gouverner, eh bien, nous avons, nous, dans nos rangs, une ministre de la Culture à mettre à disposition d'un gouvernement du nouveau Front populaire, Sophie Taillé-Polian, qui fait déjà trembler Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Nous avons un ministre des Affaires sociales et de la Santé qui sera parfait dans l'exercice, Sébastien Peïtavi. Nous pourrons installer à Bercy quelqu'un qui sait bien mieux compter que Bruno Le Maire, Tristan Lay. La diplomatie française retrouverait ses lettres de noblesse avec Karim Bencher au Quai d'Orsay. Et évidemment, le meilleur ami d'Éric Ciotti pour remplacer Bruno Retailleau, Emmanuel Duplessis. Et je dis ça, chers amis, extrêmement sérieusement. J'ai fermement l'intention que le 9 au matin, parce que nous aurons su, et j'en parlerai, mettre la pression au président de la République, convaincre nos partenaires qu'il faut faire l'union et afficher cette volonté commune de gouverner ensemble. J'espère bien que le 9 au matin, nous pourrons, avec Ella, participer à une réunion des chefs de parti du nouveau Front populaire et mettre ces noms sur la table pour dire que nous sommes prêts. Et cette réussite, je termine avec le bilan, j'ai déjà un peu anticipé sur la prospective, elle tient surtout à vous, militantes et militants de génération, qui, dans les tempêtes, comme dans les moments plus glorieux, il y en a peu des moments glorieux, mais quand même, j'ai en souvenir la campagne du nouveau Front populaire, ont toujours tenu la ligne, ont toujours démontré à tous nos partenaires et aux Françaises et aux Français qui par milliers nous rejoignaient pendant la campagne des législatives 2024, l'extraordinaire capacité des cadres et des militants de génération à organiser des campagnes, à convaincre, à faire preuve d'intelligence, pas simplement en répétant bêtement des slogans et des éléments de langage, nous en fournissons d'ailleurs assez peu, j'aime pas beaucoup cette méthode où on dit aux gens ce qu'ils doivent dire, mais spontanément nous pensons et nous disons la même chose et spontanément nous agrégeons autour de nous. Et croyez-moi, j'ai fait, depuis quelques années maintenant, des dizaines, des centaines de déplacements aux quatre coins de la France. Depuis que ce mouvement existe, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions internes qu'on peut occuper. Permanent, secrétaire général, porte-parole, coordinateur, puis à nouveau coordinateur, parlementaire, etc., etc. Partout où je me déplace, tous les partenaires qui sont de bonne foi, les organisations syndicales, le monde associatif, les élus reconnaissent l'importance centrale de Génération comme trait d'union de la gauche et des écologistes, comme force de propulsion et comme force capable d'entraîner derrière elle dans des campagnes de mobilisation. Donc merci et bravo à vous. Génération, c'est une boussole. Et là, on a parlé, elle a tout dit sur le fond. Je ne vais pas y revenir et rentrer dans le détail, mais Génération, c'est une boussole. Et dans un moment où on a à gauche un grand moment parfois de confusion sur tant et tant de sujets, sur le rôle et l'importance de la démocratie pour régir nos fonctionnements internes et avec les autres, dans un moment où des gens n'ont rien de mieux à faire, au moment où explosent les actes islamophobes que de faire une tribune pour dire qu'il faut récuser ce terme, dans un moment où certains vont sereinement prendre le thé chez Jean-Michel Blanquer avec Bruno Retailleau pour une dispute apaisée, permettez le terme. Dans ce moment-là, Génération, et dans ces moments-là, Génération, c'est toujours tenir la bonne boussole. Vous l'avez fait, nous l'avons fait sur Gaza. Et quand j'entends un camarade, parce qu'à gauche, nous sommes une grande famille, parler d'une gauche Gaza, eh bien oui, moi je suis fier que nous soyons la gauche Gaza. Que nous soyons la gauche qui jamais n'a renié ses valeurs. Qui, depuis le premier jour, a dénoncé d'abord le risque, puis la réalité du génocide. Qui n'a jamais opposé la misère, la famine, le massacre des Palestiniens et la mise sous tutelle militaire et bombardée des Ukrainiens. Jamais. Nous sommes fiers d'être cette gauche-là. Nous sommes fiers
Je parlais d'une boussole d'être en toutes circonstances unitaire, même quand c'est difficile, même quand les débats sont aussi élevés que de savoir si on aime ou pas attraper le cochonou dans le Tour de France. Et j'adore attraper le cochonou dans le Tour de France. Il est d'ailleurs, la dernière étape est partie de Mantes-la-Ville. Très très belle étape. Je vous invite à la regarder en replay si vous avez quelque chose un peu de temps à perdre dimanche après-midi. Même quand certains s'invectivent, quand les provocations des uns répondent au sectarisme des autres, toujours, nous sommes unitaires pour 2, pour 3, pour 4 et pour 10. Et c'est ça notre force et notre crédibilité. La boussole aussi, parce que nous n'avons jamais opposé, et on va vivre le 10 septembre un mouvement dont je ne sais pas ce qu'il sera et ce qu'il donnera, mais qui va encore poser des questions sur le rapport à la démocratie, sur le lien entre climat et pouvoir d'achat. Nous avons fait, dès 2017, dès la campagne de Benoît et l'élection présidentielle, la synthèse entre deux courants qui structurent la gauche, l'écologie et le socialisme. La justice sociale et l'aspiration à la bifurcation écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, nous n'avons jamais abandonné l'un pour privilégier l'autre. Tenu la digue et la boussole aussi sur la question européenne, parce que nous sommes à la fois pro-européens et anti-libéraux, et parce que nous considérons que dans ce grand moment de tension internationale, on peut défendre le juste échange, l'altermondialisme, sans tomber dans le piège du protectionnisme à la Trump. C'est ça aussi la marque de fabrique de Génération et son choix de l'intelligence collective. Parce que nous n'avons jamais mis l'antiracisme dans notre poche, parce que nous savons aussi qu'il faut apaiser et rassembler le pays et qu'il faut parler à tous en cherchant à être majoritaire. Nous n'avons jamais, et vous en parlerez peut-être avec Benoît cet après-midi, nous n'avons jamais cédé un pouce de terrain sur la question de l'immigration. Nous avons toujours refusé le vocabulaire de la droite et l'extrême droite. Nous avons toujours parlé d'inclusion plutôt que d'intégration. Nous avons toujours dit que nous refusions de trier entre ceux qui fuient la guerre et ceux qui fuient la misère, que nous refusions d'estimer sur un tableau comptable quelle serait la juste part de la misère du monde à accueillir et celle à rejeter à la mer. Et ça fait aussi, mes camarades, chez beaucoup à gauche la différence, parce que sur la durée, tout le monde n'a pas toujours tenu cette ligne. La boussole aussi, et je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai vu tout à l'heure Michel Pouzol, parce que nous avons fixé comme un objectif essentiel de la gauche au pouvoir d'éradiquer la pauvreté et la misère, avec le revenu universel d'existence, qui est toujours aujourd'hui la réponse moderne, audacieuse aux mutations du travail, à la crise écologique, à la crise démocratique, à l'impératif de lutte contre l'explosion des inégalités et de la pauvreté. Et dans les débats qui viennent, dans cette belle et grande primaire que nous appelons de nos voeux, et demain dans le rassemblement de toute la gauche, nous porterons cette aspiration au revenu universel d'existence, à la taxe robot, à la démocratie sociale et économique, à tout ce qui fait que la gauche n'est pas simplement là pour résister, pour réparer les dégâts du macronisme, mais pour inventer le futur désirable. La boussole et la ligne aussi, parce que dans un moment où on nous abreuve de « on ne travaille pas assez en France », etc., j'ai vu, et ça m'a fait tellement plaisir, moi qui défends le droit aux vacances depuis des années, voir les jeunes générations reprendre le flambeau du combat pour les conquêtes, pour le temps libéré, pour dire qu'il faut partager le temps de travail, qu'il faut aller vers la 6e semaine de congés payés, qu'il faut défendre l'éducation populaire et la société des loisirs. Alors, cette convention, et là tu l'as dit, et ce sera ma conclusion, j'ai sans doute déjà été trop long, je m'en excuse, il faudra me faire signe, hein. Les mauvaises habitudes reviennent vite. Cette convention, elle est évidemment percutée par l'actualité. Pour tout vous dire, quand François Bayrou a annoncé une conférence de presse, peu d'entre nous s'imaginaient qu'il allait dire quelque chose. D'abord, quand il dit quelque chose, on ne le comprend pas toujours. Espèce de Joe Biden béarnais. Le sujet du gouvernement Bayrou n'est plus un sujet d'actualité. Il tombera et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour celles et ceux... C'est tant mieux pour celles et ceux qui refusent le coup de force antidémocratique de septembre 2024 et qui ne s'y résignent pas. Et surtout, c'est tant mieux pour les millions de gens qui auront à souffrir d'une politique d'austérité, d'affaiblissement des services publics, de traque des chômeurs et des précaires et d'affaissement des solidarités. Donc M. Bayrou n'est plus le sujet. Le sujet maintenant, c'est la confrontation avec Emmanuel Macron, le président de la République. Parce que le 8, vers 17 ou 18 heures, quand, avec les collègues de Génération, avec tous les collègues du Nouveau Front Populaire, et même j'ai vu avec quelques collègues LR, nous aurons voté contre la confiance à François Bayrou, s'ouvrira une nouvelle séquence, un nouvel affrontement avec le président de la République. Il n'a en réalité pas beaucoup d'autre choix que celui de nous nommer aux responsabilités du pays.
parce qu'il a fait l'expérience par 2 fois que le cartel des droites bricolé pour nous empêcher de gouverner, ce disloque commun n'a pas réussi à tenir dans l'exercice du pouvoir. Et que, vous savez, ces gens qui vont nous faire des grandes leçons de responsabilité économique me rappellent cette phrase de Mitterrand à propos de Giscard qui lui disait dans le débat en 1981, vous êtes, et on pourrait appliquer ça maintenant à tous ceux qui nous disent soyez responsables, préservez ce très bon et fabuleux gouvernement, il disait vous êtes comme le conducteur d'une voiture, le chauffard, qui, une fois avoir mis son véhicule dans le fossé, viendrait me demander à moi de repasser son permis de conduire pour la sortir du bourbier où il l'a enfoncé. Voilà un peu ce que sont ces gens. Et puis on aura aussi, on va y avoir droit pendant 10 jours, là, l'incantation à la stabilité. Écoutez, la stabilité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La stabilité d'une mauvaise politique, ce n'est pas la stabilité qui nous plaît. La stabilité de Bruno Retailleau, le raciste en chef au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas une stabilité qui nous plaît. La stabilité de l'inaction climatique, ce n'est pas une stabilité qui nous plaît. En revanche, oui, si nous gouvernons, il nous faudra trouver les chemins, ils sont compliqués, nous aurons des propositions à formuler pour gouverner dans la durée et évidemment pour ne pas tomber dès les premiers jours. Et cela implique évidemment de l'inventivité et des discussions, mais nous avons déjà, avec les collègues députés de Génération, commencé à brainstormer, comme on dit, pour formuler des propositions concrètes qui permettraient à un gouvernement de gauche d'essayer de tenir. Je disais, le président de la République n'a que ce choix-là, se soumettre ou se démettre, aurait dit l'autre, mais en réalité, nous le savons bien, il n'a qu'une obsession, Emmanuel Macron, qu'une ligne de conduite depuis juillet 2024. Préserver son bilan, rien que son bilan, tout son bilan. Et donc, il y aura un affrontement. Si nous voulons sincèrement et vraiment gouverner, et vous avez compris que c'est notre obsession et notre volonté, parce que quand on s'engage politiquement, quand on s'engage à Génération, quand on s'engage, je le crois, dans tous les partis de la gauche et de l'écologie, ce n'est pas pour témoigner, ce n'est pas pour protester, ce n'est pas pour regarder passer l'histoire. C'est pour agir, pour transformer le quotidien comme le font nos maires, comme le font nos élus au quotidien. Et je l'ai salué tout à l'heure comme ancien coordinateur, mais je veux le dire, puisque je parlais de Gaza, quand le maire de Trappes affronte Bruno Retailleau parce que sa ville décide d'être solidaire avec les Palestiniens comme elle l'a été des Ukrainiens, c'est concret. Quand le maire de Trappes emmène des centaines de gamins qui n'ont jamais été au théâtre à la Comédie Française, c'est concret. Et quand vous tous, dans vos collectivités, vous menez des politiques comme celle-ci, c'est concret. Et donc si maintenant, nous disions non, on veut attendre 2027, mais nous serions lamentables, et les Français, légitimement, pourraient nous renvoyer très loin. Donc si nous voulons gouverner et créer ce rapport de force, alors que doit faire Génération, que doit insuffler Génération dans la période qui vient? Bon, d'abord, j'en ai parlé un peu du budget. D'abord, affirmer, je l'ai dit, qu'il n'y a pas de discussion et de compromis possible avec ce qu'on appelle le bloc central. Moi, ça me gêne toujours parce que je ne vois pas du tout de centralité dans l'austérité, je ne vois pas du tout de centralité dans la volonté de casser les services publics, je ne vois pas du tout de centralité chez des gens qui, en réalité, nous proposent de faire le 3e ou 4e quinquennat Sarkozy en pire et qui n'ont comme projet que de reconstituer et de ressusciter l'UMP. Ou d'ailleurs, j'ai lu M. Rebsamen appelant à une coalition d'Olivier Faure à Bruno Retailleau. Il est à 2 doigts de nous réinventer le macronisme, le garçon. Ça, c'est fini. Les Français ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'en voulaient plus. Non, nous n'avons pas à discuter sur des points de détail, sur des curseurs, sur des mesures, parce que nous avons un désaccord idéologique au bon sens du terme, un désaccord philosophique, un désaccord majeur avec l'orientation économique qui nous est proposée. Tristan en parlerait et en parlera mieux que moi, mais nous ne considérons pas que le seul chemin possible d'un point de vue budgétaire pour résorber les déficits qui sont réels, la dette qui est réelle, c'est la baisse de la dépense publique et donc de la protection des Français. Nous croyons que c'est du côté des recettes, c'est du côté des ultra-riches qui payent proportionnellement à ce qu'ils gagnent moins d'impôts que les classes moyennes et les classes populaires qu'il faut aller chercher de quoi non seulement assainir nos comptes, mais aussi surtout investir pour répondre aux besoins quotidien des Françaises et des Français. Nous disons qu'il faut rompre avec la politique de l'offre, qui a été une politique d'offrande fiscale faite aux plus riches et aux grandes entreprises, auxquelles on demande aujourd'hui, alors qu'on demande aujourd'hui aux classes moyennes et populaires de payer l'addition de ce laxisme fiscal à l'égard des ultra-riches. Donc nous devons assumer cette confrontation-là, et puis nous devons, je l'ai dit, nous tenir prêts. S'il y a une dissolution, nous serons prêts. S'il y a un gouvernement, nous serons prêts. Pour les municipales, et là on a parlé, nous serons prêts, et je salue nos candidates et nos candidats. Mais Génération doit surtout, au-delà de son organisation interne, mais je pense qu'elle est rodée, doit surtout tenir un message. Nous serons, et ce sera mon dernier mot, c'est promis, les artisans de l'union et de l'unité.
toujours, en toutes circonstances. Et là, à parler des ambassadeurs que nous allons nommer. L'élément central de notre crédibilité pour poser un rapport de force au président de la République et pour que celles et ceux qui sont venus par millions voter pour le nouveau Front populaire aux élections législatives de 2024, pour que cela nous trouve crédibles, il faut que nous soyons rassemblés, et il faut que nous soyons rassemblés toutes et tous ensemble. Je mesure la difficulté de l'entreprise, mais enfin, on a réussi 2 fois, il n'y a pas de raison, vous connaissez le dicton, jamais 203, qu'on n'y arrive pas une 3e fois. Et je le dis au-delà de l'analyse électorale que l'on peut faire du risque que ferait courir à la gauche sa division, au-delà du fait que diviser le président de la République aurait beau jeu de dire « je ne vous file pas à Matignon », vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord pour savoir si vous voulez y aller ensemble. Il y a un débat plus profond que cela sur la théorie des gauches irréconciliables. Si nous acceptons l'idée qu'il y a 2 gauches, alors nous acceptons qu'à chaque élection, pour nous distinguer de l'un ou de l'autre, selon le camp que nous choisissons, soit, en clair, nous nous droitisons pour attirer les voix des macronistes et de la droite, et c'est-à-dire que nous renonçons à notre ambition de transformation radicale de la société à un moment où l'urgence climatique, sociale et démocratique n'a jamais été aussi importante, soit ça veut dire que nous nous sectarisons, que nous devenons intransigeants et que nous expliquons que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont des traîtres. Dans ces 2 circonstances-là, nous perdons l'immense majorité de nos électeurs, et je crois que dans ce cas-là, 1 plus 1 font moins 12, et que 1 plus 1, quand on est unis, font 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est un vrai débat de fond. Alors l'union, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, on se l'est répété des dizaines de fois, et donc le chemin que nous vous proposons pour Génération, c'est pas simplement d'être dans l'incantation et l'appel à l'unité. Ça, il faut le faire par réflexe. Bonjour, unité, au revoir, unité, merci, unité, oui, unité. J'irai d'ailleurs, et je m'excuse, je ne serai pas présent parmi vous cet après-midi parce que je vais aller dire unité, unité, unité à Blois chez nos amis socialistes. Il y a toujours besoin de le rappeler un peu, et voilà, j'étais aux amphis pour le dire, chez les socialistes pour le dire, on essaye de le dire partout. Chez les écologistes, mais en ce moment, ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là, mais soyons prudents. On a vu les européennes, c'était pas si loin, donc tenons cette fermeté et cette exigence-là. Et je termine, Ali. Il ne suffit pas, mais ça fait longtemps que je ne m'étais pas adressé devant vous. Il ne suffit pas de dire unité, il faut qu'on en fasse quelque chose de propulsif. Et il faut qu'on y mette, et c'est notre marque de fabrique, des idées neuves. Et donc, Génération, dans la grande primaire de la gauche et des écologistes que nous appelons de nos voeux, n'ira pas avec ses convictions dans sa poche. Génération n'ira pas non plus en devenant une écurie présidentielle, ni pour nous-mêmes, ni pour je ne sais qui. Génération dira, c'est d'abord une question de fond. Comment répondons-nous aux crises auxquelles les Français sont confrontés aujourd'hui? Comment répondons-nous aux grands défis du monde contemporain? Comment inventons-nous l'Europe nouvelle, qui sort des traités austéritaires, qui n'est pas libérale, mais qui ne renonce pas aux rêves européens et aux projets de paix et de prospérité? Comment inventons-nous demain un contrôle démocratique de l'intelligence artificielle? Sophie animera de ce point de vue-là une table ronde demain à Châteaudun. Et comment la mettons-nous au service des services publics, du mieux-être et du mieux-vivre de la population? Comment révolutionnons-nous l'école au-delà de la question des moyens pour faire qu'on brise enfin la spirale de la reproduction des inégalités? Comment éradiquons-nous la pauvreté avec le revenu universel? Comment finançons-nous différemment notre protection sociale avec justement l'intelligence artificielle, la robotisation? Comment allons-nous vers de nouvelles conquêtes pour le temps libéré? Voilà, nous sommes cette synthèse-là, mais nous ne sommes pas simplement la synthèse de courants historiques de la gauche qui existent. Nous sommes la gauche de demain, d'après-demain, la gauche du futur, mais qui veut agir pour le présent. Merci les camarades. Mes chers camarades, forcément avec une émotion particulière que je vois Ali descendre les escaliers, symboliquement, ça dit beaucoup pour nous tous, je crois. Mais il ne sera jamais bien loin, il vient de le rappeler. Chers camarades, vous êtes déplacés nombreux à cette convention qui se tient dans un contexte un peu différent que de celui qu'on avait imaginé avant l'été. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on pourrait avoir le vertige. Les crises s'enchaînent, les droites extrêmes progressent, les inégalités explosent et la planète brûle. Partout, les peuples payent le prix de l'arrogance des puissants et d'une certaine manière de l'impuissance des gouvernements. En France, on le voit, le gouvernement Bayrou vient d'annoncer un plan d'économie de 44 milliards. 44 milliards, c'est la casse des services publics, c'est la précarité organisée, c'est le démantèlement de notre modèle social. 44 milliards, c'est la preuve que ce gouvernement a choisi son camp, celui des ultra-riches contre les pauvres, contre le peuple. Et pour faire passer cette cure d'austérité, il organise un vote de confiance le 8 septembre.
Évidemment, une manœuvre cynique alors que des millions de Françaises et de Français peinent déjà à joindre les deux bouts. Mais au-delà de l'austérité, c'est tout un climat nauséabond qui s'installe et je crois qu'on est nombreux et nombreux à le constater, un climat où les idées racistes, les discours de haine, les théories du complot deviennent complètement banales. Relayées par une partie des médias, on laisse Emmanuel Duplessis s'installer, toujours à l'heure. Donc, relayé par une partie des médias, repris par un certain nombre de responsables politiques, normalisés dans les débats. On nous parle de grands remplacements, on stigmatise les musulmans, on criminalise les migrants, on réhabilite les pires heures de notre histoire. En tant qu'élu, vous êtes nombreux à le savoir, j'ai encore une fois récemment fait l'objet d'attaques racistes avec des horreurs apposées sur l'une de mes affiches qui n'était même pas une affiche de campagne, mais simplement une affiche en tant qu'élu dans mon territoire. Ce n'est pas la première fois. Mais je refuse qu'on s'y habitue, mes camarades. Je refuse que ces agressions deviennent une fatalité pour celles et ceux qui s'engagent. Je refuse que la République ferme les yeux sur la haine. C'est pourquoi j'ai décidé de déposer plainte. Parce que, mes camarades, on ne doit jamais se taire. Parce qu'on ne doit jamais laisser passer. Parce que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Bienvenue à Sophie Taillé-Polian. Il en manque combien parce que ça va... Ouais, plus que Karim. Mes camarades, je ne vous cache pas que ces attaques, elles font mal. Elles visent ce que je suis, ce que nous sommes, une gauche métissée, une gauche fière de ses origines, fière de ses combats. Mais je vous le dis aujourd'hui, elles ne me feront pas reculer. Au contraire, elles me renforcent dans ma détermination à combattre l'extrême droite et ses relais. Parce que je vous le dis, mes camarades, il faut qu'on le porte. Et je le porte parce que je suis française, parce que je suis fière de notre République, une, indivisible, parce que je sais que la France est une histoire de métissage, de lutte commune, de solidarité. À l'international, la situation est tout aussi intolérable. À Gaza, le génocide se poursuit sous les yeux du monde. Près de 60 000 morts, un peuple affamé, des hôpitaux réduits en cendres et une communauté internationale complice par son silence. Notre solidarité avec le peuple palestinien n'est pas négociable, mes camarades. En Ukraine, la guerre entre dans sa 3e année. Le peuple ukrainien résiste, mais l'Europe tergiverse, divisée entre ceux qui veulent une paix juste et ceux qui attisent les braises de l'escalade. Eh bien, mes camarades, face à ces drames, face à ces urgences, nous ne pouvons pas rester spectateurs. Et Ali l'a démontré à Trappes en résistant aux injonctions du ministre de l'Intérieur, et il continuera à le faire, j'en suis sûre, en notre nom à tous. La gauche doit être le rempart contre la barbarie, le porte-voix de la paix, de la justice et de la solidarité. La gauche, c'est vous. Génération, c'est vous. C'est votre engagement, votre ténacité, votre refus de la résignation. Depuis 2017, malgré les tempêtes, malgré les doutes, vous avez tenu bon. Nous avons tenu bon. Vous avez construit un parti de militantes et de militants, un réseau d'élus ancrés dans les territoires, une voix qui porte nos idées dans les médias, dans les rues et à l'Assemblée avec nos députés dont on a la fierté qu'ils nous représentent avec beaucoup de détermination au quotidien. Et avec Ali, depuis 1 an et demi, nous n'avons pas ménagé notre peine. Je suis fière, Ali, du travail que nous avons accompli ensemble, et avec vous, mes camarades.
Je suis fière d'avoir partagé la direction de notre parti avec Ali, qui est un modèle en matière d'engagement, de détermination et de loyauté. Comme il y en a peu, et qui continuera à cheminer à nos côtés. On a géré un tas d'emmerdes, c'est sûr, cette année, mais c'est aussi dans l'adversité que l'on construit nos convictions collectives et aussi des amitiés solides. En 2024, avec Ali, avec vous tous, mes camarades, nous avons déjoué les pronostics. On s'est imposé à la table des négociations du nouveau Front populaire envers et contre toutes les tentations hégémoniques. On a pesé sur le programme, ce programme unitaire que nous continuons de porter. Nous avons remporté 2 nouveaux sièges de brillants députés, preuve que notre approche unitaire et exigeante porte ses fruits, et nous sommes heureux que Tristan et Emmanuel soient venus renforcer les rangs de nos députés. Alors mes camarades, soyons fiers de ce bilan, mais soyons lucides. Le pire n'est jamais certain, mais il se prépare. Et notre responsabilité, c'est de l'empêcher. Le 7 juillet 2024, la France a dit non à l'extrême droite. Ce sursaut populaire, c'est le nôtre. C'est celui de toutes celles et de tous ceux qui croient encore en une société du commun, en une gauche qui rassemble, qui propose, qui transforme. Mais ce sursaut, il ne nous sauve pas, il nous oblige. Il nous oblige à être à la hauteur de ce moment historique. C'est ce combat que nous mènerons désormais avec toi, mon cher Benjamin. Toi, dont l'engagement à l'Assemblée nationale sera une force incontestable pour notre parti. Je suis fière de construire cela avec toi et je crois que tous les camarades partagent cette fierté avec moi aujourd'hui. C'est ce combat que nous mènerons désormais et le 8 septembre, nous devons être prêts. Prêts à voter contre ce gouvernement et ses 44 milliards de sacrifices imposés, prêts à proposer une alternative, prêts à montrer que la gauche, quand elle est unie, peut bloquer la machine libérale et imposer ses solutions. Et le 10 septembre, on sera aux côtés de ceux qui sont dans la rue, aux côtés des travailleurs, des précaires, des jeunes, des retraités. Parce que bloquons tout, c'est plus qu'un mot d'ordre, c'est l'expression d'une colère légitime contre les 44 milliards de Bayrou, contre le mépris social, contre le racisme et le début d'un mouvement qui peut tout changer. La gauche doit être à l'avant-garde de cette mobilisation, pas en ordre dispersé, mais unie, visible et déterminée. Notre cap est clair, c'est le dépassement, vous le savez. Pas un dépassement de façade, pas un bricolage d'appareils, mais un dépassement concret, ancré dans les luttes, dans les territoires, dans les campagnes communes. On l'a montré avec l'après et debout ces dernières semaines. L'unité, ça se vit. Ça se vit parce qu'on a défilé ensemble le 1er mai. Ça se vit dans les meetings partagés, dans la journée d'été que nous organisons demain, dans les stands uniques à la fête de l'UMA, dans les initiatives locales où nous offrons au peuple de gauche des espaces nouveaux, accueillants, enthousiasmants. L'unité de la gauche, elle est en marche, mais elle reste incomplète. L'initiative Front populaire 2027, portée par Lucie Castet, que je ne vous cache pas, nous avons largement poussé à s'engager vers ce chemin. Cette initiative est un premier pas. Ça n'est qu'un premier pas. Mais soyons clairs, son périmètre actuel ne me convient pas, pour être tout à fait honnête. Nous n'avons pas le temps des demi-mesures face aux 44 milliards de Bayrou, face aux attaques racistes qui visent nos élus, face aux crises internationales. Nous devons construire un front commun large, de LFI à place publique, en passant par toutes les forces de gauche. Pour dire non aux 44 milliards le 8 septembre, pour réussir la mobilisation du 10 septembre, pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une solution politique en Ukraine, pour en finir avec la banalisation de la haine et reconstruire un récit d'espoir et de fraternité dans notre pays. Notre méthode reste la même, c'est la fabrique du commun, c'est refuser les querelles intestines, ici, entre nous,
pour se tourner vers l'extérieur. C'est écouter la société, c'est partir du réel, ancrer nos propositions dans les vies concrètes. C'est pourquoi nous lancerons une grande campagne d'écoute dans tous les territoires, nous l'avons écrit, avec des porte-à-porte, des débats, des questionnaires participatifs. Face à l'extrême droite qui impose ses récits, face à un gouvernement qui méprise le peuple, nous devons riposter, mes camarades. Nous créerons une cellule de veille et de riposte antifasciste pour traquer les discours de haine, déconstruire les fake news, produire des contre-discours clairs et organiser des mobilisations de terrain. Nous mènerons des campagnes choc contre le racisme, contre l'islamophobie, l'antisémitisme, en partenariat avec les associations, les intellectuels, les artistes. Nous porterons haut les valeurs de la République, mes camarades. Laïcité, égalité, fraternité. Mais pas la laïcité instrumentalisée pour exclure, la laïcité qui émancipe. Pas l'égalité en parole, mais l'égalité en acte. Pas la fraternité en affiche, mais la fraternité vécue au quotidien. En tant qu'élue, je m'engage à être en première ligne, dans les conseils municipaux, dans les rassemblements, dans les médias, pour dénoncer chaque dérive, pour défendre chaque victime, pour porter notre vision d'une société solidaire. Et je sais que chaque élu de génération en fera de même. Quand le racisme frappe, on doit réagir, on doit porter plainte, on doit soutenir celles et ceux qui sont visés, on ne doit rien laisser passer. Nous devons aussi reconstruire l'espoir en proposant 5 grandes mesures de transformation qui seront travaillées avec vous, avec les syndicats, les associations, les chercheurs, des mesures audacieuses. D'abord, la refondation européenne autour de la rupture avec les traités libéraux. Nous l'avons écrit. Une école républicaine, parce que l'éducation est une priorité. Une école républicaine refondée pour l'égalité réelle, où chaque enfant se sente respecté et valorisé. Une justice fiscale radicale pour faire payer les ultra-riches, pas les services publics, pas les plus vulnérables de nos concitoyens. Une transition écologique juste et territorialisée. Et enfin, un plan pour la paix, parce que la France doit cesser d'être complice des guerres et devenir un acteur de diplomatie et de désescalade. Notre stratégie, mes camarades, c'est l'unité par l'action. Nous ne perdrons pas de temps dans les débats bureaucratiques. Dès maintenant, mobilisons-nous. Mobilisons-nous aux côtés de nos concitoyens le 10 septembre. Montrons que la gauche est debout, solidaire, déterminée. Nous proposerons à nos partenaires de continuer autour des comités de pilotage pour la convergence, pour construire pas à pas notre label commun, d'abord avec l'après et debout, mais bien au-delà. Un agenda partagé, des initiatives concrètes. Nous désignerons des ambassadrices et ambassadeurs de l'unité, issus de générations, chargés de maintenir le dialogue stratégique en continu avec chacun de nos partenaires de gauche. Le 8 septembre, soyons dans l'hémicycle, et je sais que vous serez, mes camarades députés, dans l'hémicycle pour dire non aux 44 milliards. Le 10 septembre, chers camarades, soyons dans la rue, aux côtés des Français, pour les bloquer, ces 44 milliards. Et tous les jours, soyons dans les médias, dans les quartiers, dans les entreprises pour dire non. Non au libéralisme, non à la haine. Notre urgence, vous l'avez compris, elle est politique. Elle se traduira à travers les élections de 2026 et de 2027. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Nous devons être prêts à gouverner. Ça veut dire que nous devons contribuer à défendre des candidatures communes dès le premier tour, au municipal comme à l'élection présidentielle. Un socle programmatique partagé et enfin une stratégie assumée. Et je viens de vous en esquisser quelques bribes, mais nous continuerons à construire ensemble. Dès 2026, nous soutiendrons activement nos candidats au municipal avec des moyens humains, financiers, avec une boîte à outils pour des campagnes locales efficaces et participatives. Et pour 2027, nous porterons cette candidature de rassemblement issue d'un processus démocratique, transparent, qui peut être une primaire. Génération prendra ses responsabilités pour converger avec nos partenaires de gauche les plus proches, évidemment. Notre force, mes camarades, c'est notre démocratie interne et l'exercice d'aujourd'hui en est la démonstration. Génération est née d'un refus, celui d'un pouvoir vertical, fermé, technocratique. Nous ferons de notre organisation un espace où la démocratie n'est pas une procédure statutaire, mais un principe actif.
Cela passe par des budgets territoriaux autonomes pour que chaque comité local puisse agir sans attendre une validation centrale. Ça passe par des formations accessibles pour que chaque militante, chaque militant puisse s'emparer des outils de l'action politique, par des temps démocratiques nationaux pour débattre, valider nos propositions de fond, et par une convention statutaire, parce que nous y sommes engagés avant la fin de l'année 2025 pour adopter enfin des statuts légaux et un règlement intérieur qui soit clair et dans lequel nous ne nous embourbions pas tous les 2 jours. Nous donnerons aussi une place renforcée à nos jeunes générations et je les remercie pour leur présence aujourd'hui. Jeunes générations qui sont souvent à l'avant-garde des batailles unitaires et antiracistes. Leur énergie, leur inventivité, leur clairvoyance doivent être au cœur de notre projet, mes camarades. Et elles auront l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Les chefs des jeunes G. Chers camarades, les semaines qui viennent seront décisives. Le 8 septembre d'abord, le 10 septembre ensuite, 2026 et 2027 enfin, à l'échelle du monde, de l'Europe, de la France. Les choix que nous ferons aujourd'hui détermineront l'avenir de nos enfants. Nous savons que les démocraties sont fragiles, qu'elles peuvent être détruites de l'intérieur, mais nous savons aussi que l'international fasciste, nous pouvons l'arrêter, que la marée brune peut être stoppée, que la gauche peut retrouver le goût du commun, du lien, du collectif. Alors, oui, la menace est là, mais nous aussi. Avec nos idées, avec notre méthode, avec notre rapport à la société, avec notre conviction que la France mérite mieux que la haine et les divisions, alors continuons, organisons-nous, mobilisons-nous. Le 8 septembre, votons contre les 44 milliards. Le 10 septembre, participons à Bloquons tout. Et après, gagnons. Parce que c'est ensemble, mes camarades, que nous changerons le cours des choses. Vive Génération, vive la gauche, vive la République sociale, écologique, antiraciste et solidaire.